Tout tourne rond sur cette terre et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout sauf notre culture linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour ? Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue sur le podcast Tout tourne rond sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage collectif Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Dans ce podcast, nous explorons avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes pour nous inspirer dans le tissage d'une nouvelle toile culturelle qui soutiendrait la vie. Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Dans l'épisode précédent, je vous ai conté notre histoire, celle du vivant depuis ses origines, notre lignée familiale, où se mêlent des grands-parents bactériens, des cousins plantes, des grandes-tantes algues, des demi-frères moustiques. Et je vous ai partagé comment les peuples amérindiens ont fait le choix de prendre soin de tout cela, au travers de leur charte de la récolte honorable. Comment celle-ci nous invite à retrouver notre juste place au sein de notre famille planétaire. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Christian Sardet. Il est biologiste, passionné d'imagerie scientifique et artistique des cellules et des organismes. Il est fondateur du laboratoire de biologie cellulaire marine du CNRS et de l'université Pierre et Marie Curie à l'Observatoire océanographique de Villefranche-sur-Mer. Il est aussi directeur de recherche au CNRS et auteur de nombreuses publications scientifiques, concepteur de films primés, entre autres, sur la vie marine. Et il est aussi cofondateur et coordinateur de l'expédition Tara Océan, consacrée à l'étude du plancton tout autour du globe. Début de l'année, Gauthier Chapelle était arrivé à son interview avec sous le bras un grand ouvrage intitulé « Plancton aux origines du vivant ». Des photos splendides, issues des travaux de recherche réalisés sur le voilier de l'expédition Tara Océan, doublées de textes courts présentant les membres de ce grand peuple aquatique et de ses comportements. Je suis littéralement tombé dedans, fasciné. J'ai donc eu envie de partager avec vous le témoignage de cette merveille, peu accessible à nos yeux, mais jouant un rôle primordial dans la présence et le maintien de la vie sur Terre. Les références de cet ouvrage, paru aux éditions Ulmer, se trouvent sous cet épisode. J'ai rencontré Christian Sardet chez lui en juillet. Il m'a fait le plaisir de m'accueillir au milieu de sa famille, réunie pour les vacances d'été, et des sons qui ont coutume de l'entourer. Le clocher de l'église voisine, quelques bruits de vie dans la maison. Je l'en remercie. Notre rencontre a eu lieu par une journée de canicule, conditions difficiles pour les humains, les végétaux, les animaux, mais aussi pour les ordinateurs. Le léger soufflement sous les voix, c'est lui. J'espère que vous lui pardonnerez. Bonjour Christian. Bonjour. Alors Christian, d'où as-tu envie de parler ? De quel endroit de toi ? De quel vécu ? De quel moment dans ta vie ? Alors, je pense que je choisirais le début, quand mon grand-père m'a offert un petit microscope et que je me suis mis à regarder tout ce qui me tombait sous la main, qui était invisible à l'œil nu, et en particulier ce qu'il y avait dans les mares. J'ai été élevé dans un petit village des Deux-Sèvres et je regardais tous ces petits animaux qui sont dans les mares. Et c'est, je crois, ce qui m'a donné envie de consacrer ma vie au microscopique, à ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et en particulier aux cellules, et puis plus tard aux organismes microscopiques du plancton et aux organismes en général. Bien.
Alors l'intention de cet épisode, en fait, c'est de donner à voir par substitution, c'est-à-dire par ta voix, par ton expérience, parce que tu as pu observer ces peuples encore plus invisibles à nos yeux que ceux du sol dont nous a parlé Hervé Covès dans le deuxième épisode, et qui ont non seulement créé, mais entretiennent à chaque instant les conditions de la vie sur Terre. Il me semble important de nous rendre compte que nous ne sommes que les bénéficiaires de tout cela. Un peu des enfants bénis de ce vivant, ultra intelligent et complexe, c'est-à-dire tissés ensemble, que nous méconnaissons, de cette première création à laquelle nous devons la vie à chaque seconde. Voilà. Et donc, est-ce que on pourrait démarrer en parlant de ce vivant, de l'endroit où pour toi commence ce vivant. J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent, de cette vie qui apparaît sur Terre il y a à peu près 4 milliards d'années, dans l'océan primordial. Voilà, donc pour toi, où commence le vivant, voilà, et où commence ce plancton? Parle-nous un peu de tout ce qui te passionne là. Évidemment, pour un biologiste comme moi, le vivant commence avec la première cellule, puisque on pense que toute la vie a démarré avec une première cellule qui a un nom qui s'appelle Luca, The Last Universal Common Ancestor, notre ancêtre commun, et que toute la vie est issue de cette cellule primordiale. Alors après, évidemment, que cette cellule sont apparues les bactéries, et pendant 2 milliards d'années, entre 4 milliards d'années environ et 2 milliards d'années, il n'y a eu que des bactéries sur Terre, et aussi un autre type de vivant que les gens ne connaissent pas malheureusement, et qui s'appelle les archées, qui sont une autre branche du vivant, microscopique comme les bactéries. Et à partir de là, il y a eu une entente entre ces deux types de cellules pour donner les cellules dont nous sommes faits, nous les multicellulaires, les organismes multicellulaires, c'est-à-dire les animaux, les plantes et les champignons, sommes faits de cellules dites eucaryotes, et les eucaryotes sont le résultat de la coopération entre les bactéries et les archées. Donc pour moi, la vie, c'est ça, c'est cette succession, cette évolution dans l'océan primordial pendant plus de 3 milliards d'années, puis sur Terre et dans l'océan. C'est cette succession de formes du vivant dont certaines s'éteignent au gré des extinctions, et probablement c'est ce que nous vivons actuellement, une extinction d'une partie du vivant. Mais dis-moi un peu, ces cellules, elles sont composées de quoi? Et qu'est-ce qui a fait, parce qu'à l'époque il y avait essentiellement de la roche, de l'eau, des gaz, qu'est-ce qui a fait advenir ces cellules? Et de quoi sont-elles composées? Alors ça, évidemment, c'est un grand mystère. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet et c'est un carrefour des connaissances. Évidemment, il y a des gens qui cherchent la vie dans l'univers, puisqu'on n'a aucune raison de penser que la vie est apparue d'abord sur Terre. Peut-être est-elle apparue dans l'univers et arrivée dans des météorites glacées sur Terre. Ça, c'est une possibilité. C'est ce qui permet aux astrophysiciens d'explorer les planètes. Cependant, la plupart, je pense, des savants pensent que la vie est née au fond des océans, dans des fumeurs, ces espèces de volcans sous-marins, parce que dans ces roches, il y a des milliards de petites enceintes qui permettent aux réactions chimiques de s'effectuer. Et l'idée actuelle, prédominante, est que les molécules de base du vivant, c'est-à-dire les acides aminés, les protéines, les acides nucléiques, ARN et ADN, et puis les lipides qui font des enveloppes, qui font des membranes, ont pu petit à petit, sur des centaines de millions d'années, faire un ensemble vivant.
Et alors ces cellules isolées pendant des centaines de milliers d'années, à un moment, il y a eu cette invention, cette transformation de cellules monocellulaires, du monocellulaire à du multicellulaire. Oui. Tu nous en parlerais, et puis à quoi ça sert en fait? Qu'est-ce que ça change dans l'évolution du vivant de passer du monocellulaire au multicellulaire? Alors on ne sait pas exactement à quelle époque se situe l'émergence des multicellulaires, c'est-à-dire des organismes faits de nombreuses cellules et surtout de cellules différentes. Nous sommes constitués d'environ 500 types et probablement plus de cellules différentes. Donc nous sommes des multicellulaires complexes. Et en fait, ces cellules sont apparues autour de 1,5 milliard d'années de la coopération entre les bactéries et les archées. C'est pour ça que c'est important de mentionner ces archées, c'est qu'elles font partie de notre histoire, et nous sommes même plutôt dans la branche des archées que des bactéries. Et je trouve toujours étonnant que cette connaissance n'est pas diffusée vers le grand public, puisque on est probablement des descendants d'archées. Donc ces cellules plus complexes ont commencé à s'associer, et dans ces associations, certaines cellules ont commencé à être différentes des autres. Donc c'est vraiment le début de la multicellularité, constitue autour de quelque part entre 1 milliard d'années, 800 millions d'années, et peut-être plus, puisqu'il y a certainement eu des extinctions, et que peut-être il y a eu des organismes multicellulaires avant. On repousse toujours à cette date d'ailleurs, parce qu'on trouve des fossiles indiquant que des êtres multicellulaires devaient exister. Peut-être même les premiers étaient peut-être des champignons. Mais ça, c'est une recherche actuelle très intense qui est loin d'être aboutie. Un peu comme l'histoire humaine, au fur et à mesure des découvertes, on repousse la date d'émergence de ces formes de vie plus complexes. Et donc, est-ce que ce sont ces associations qui ont finalement créé la diversité? La diversité était déjà là parce qu'il y avait déjà beaucoup d'archées et de bactéries et de virus. Il ne faut pas oublier les virus qui étaient déjà là probablement, même peut-être avant la première cellule Luca. Donc ces trois entités, archées, bactéries, virus, avaient déjà une grande biodiversité. Et donc ce qui permettait à certaines archées et certaines bactéries et leurs cohortes de virus de former déjà des ensembles. Et parmi ces ensembles, on pense que certains ensembles ont réussi une coopération et des fusions entre les cellules qui ont permis l'émergence de ces cellules plus complexes, plus grosses, qu'on appelle des protistes. Ça, c'est un autre terme qui n'est pas passé dans le grand public, malheureusement, mais les protistes, vous en connaissez, le blob, dont on parle beaucoup, c'est un protiste. Tu nous dis un peu quelques mots sur ce blob, parce que tout le monde peut-être ne le connaît pas. Alors le blob, c'est un organisme qu'on peut trouver dans les sous-bois, jaunâtre, une sorte de plaque jaunâtre qui migre et qui est une amibe en fait. Donc des organismes plus complexes que les bactéries, plus gros aussi, bien que certains protistes sont de la taille des bactéries, mais la plupart sont des cellules un peu comme des animaux, mais dans une seule cellule. Des animaux ou des plantes en une seule cellule. Donc les protistes peuvent faire beaucoup de choses. Les parabécies, par exemple, sont capables de se nourrir, de se déplacer, et puis certains ont de la mémoire. Enfin, bien qu'elles soient une seule cellule, elles sont des comportements complexes. Alors, est-ce que tu nous parlerais du plancton? Ce plancton qui a fait et qui fait toujours ta fascination. Qu'est-ce que le plancton? Où commence le plancton? Alors le plancton, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire on peut considérer que les premières cellules faisaient partie du plancton. Avant de céder la parole à Christian, j'ai envie de pallier un peu l'absence d'image inhérente à ce podcast et de vous prêter mes yeux plongés dans l'ouvrage Plancton
pour que vous puissiez mieux vous immerger dans ce qu'il s'apprête à nous partager. L'analogie qui me semble la plus évidente quand on regarde des photos de plancton est celle de l'univers féerique des bulles de savon que nous nous amusions à réaliser petits. Je vous invite à les imaginer sur un fond profond et plutôt sombre. Des bulles vertes, de tailles différentes pour les unicellulaires végétaux, des bulles habitées pour certaines, d'un corps jaune semblable à un jaune d'œuf, vert pour d'autres, des bulles munies de longs poils aux reflets irisés, et flottant parmi ces bulles, des sortes d'amas d'herbes séchées. Ce sont des bactéries filamenteuses. Et des zigzags verts, la précieuse spiruline. Une multitude d'êtres flottants, tout en transparence, munis de cils pour certains, leur permettant de tâter, capturer, absorber des proies. Certains sont de véritables maîtres sculpteurs. Ils se constituent des squelettes de calcaire ou des cuirasses en cellulose aux formes élaborées et finement ciselées, dignes des plus grands musées. C'est le cas des dinos flagellés qui se font pousser des doigts pour capter la lumière. Et puis il y a mes préférés, les diatomées, dont Christian nous parlera. Des petites boîtes cylindriques transparentes remplies de chloroplastes aux couleurs splendides, et d'autres en forme d'épines de pin. Tout un peuple d'êtres dont la taille varie de moins d'1 micron à plus de 50 mètres, pour certaines espèces munies de filaments pêcheurs. Le mot plancton vient d'un mot grec qui est planctos, qui veut dire dérivé. Donc c'est une définition très large de tout ce qui dérive dans l'océan avec les courants. Alors évidemment les bactéries, les archées, les virus, et puis les protistes, les premières formes de vie étaient dans l'océan bien avant que la vie soit sur Terre, parce que la vie sur Terre est relativement récente, quelques centaines de millions d'années seulement. Avant, tout se passait dans l'océan, et tout était planctonique, en quelque sorte, jusqu'aux poissons qui étaient capables, lorsqu'ils grandissent, de s'extraire des courants. Mais lorsqu'un poisson est tout petit, lorsqu'il est un embryon ou une larve ou un juvénile, il fait partie du plancton parce qu'il dérive dans l'océan avec même les méduses qui font partie du plancton. Donc le plancton, c'est le plus grand écosystème sur la planète. Il contient toutes les formes de vie, sauf les plantes vertes. Est-ce que tu nous le décrirais un peu? Parce que dans ton livre, les photos montrent un univers assez féerique en fait, c'est splendide. Est-ce que tu nous en décrirais quelques-uns? Moi je sais qu'en lisant ton livre, je suis tombée amoureuse des diatomées, dont on dirait des bijoux transparents, multicolores, c'est splendide. Est-ce que tu nous décrirais certains, comment ils fonctionnent, ceux qui se fabriquent des structures calcaires, enfin voilà, raconte-nous un peu. Ce sont des structures en verre, c'est-à-dire c'est de la silice, comme le verre. Alors les diatomées, c'est plusieurs centaines de millions d'années, démarrage des diatomées, et ce sont des cellules végétales, c'est-à-dire qui ont ce qu'on appelle des chloroplastes, qui sont capables de capturer l'énergie lumineuse et de vivre de l'énergie lumineuse. Et la particularité des diatomées, c'est qu'elles se fabriquent des maisons en verre. Elles sécrètent en fait des protéines à la surface qui sont capables de faire cristalliser la silice et donc de faire une carapace de verre extrêmement finement ajourée. Et il y a des dizaines de milliers d'espèces de diatomées différentes et chaque espèce a sa maison de verre sculptée en quelque sorte. Différentes. Et il y a des diatomées solitaires qui vivent donc en tant qu'unicellulaires, et puis il y a des diatomées qui forment des chaînes, parfois visibles à l'œil nu même, elles sont tellement longues. Lorsqu'elles meurent, eh bien la matière organique est recirculée, et puis les petites maisons de verre tombent au fond des océans,
Et il y a des endroits dans le monde et sur Terre, puisqu'il y a eu des grands remaniements géologiques, où on trouve de ce qu'on appelle la diatomite, c'est-à-dire des couches très très épaisses de ces diatomées qui sont tombées au fond des océans pendant des millions et des millions d'années, et qui donc ont fait ce matériau de petites maisons de verre qui est utilisé dans tout ce qui gratte et tout ce qui est abrasif. D'accord. Et donc, ce que tu dis, c'est que ces êtres vivants fabriquent du verre à très basse température, en fait. Oui, bien sûr, ils sont capables d'échafauder une sorte de moule sur lequel la silice va s'accumuler pour faire une structure en verre. Hmm. Ils ne sont pas les seuls, il y a plusieurs types d'organismes planctoniques, et non planctoniques d'ailleurs, qui sont capables de faire des structures en verre. Les éponges peuvent faire des structures en silice. Là où nous, on fabrique du verre à des très hautes températures. Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Bien. Et est-ce que tu peux nous parler du rôle de ce plancton dans les océans, mais sur Terre? Il constitue d'abord une chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'en général, les plus gros mangent les plus petits, mais parfois il y a des exceptions à cette règle. Et donc, tout ce qu'on voit dans la mer, les baleines, les poissons, ne représentent que quelques pourcents, 2, 3, 4% du vivant dans la mer. Et ils vivent de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire ils vivent de ces organismes plus petits, qui sont en majorité du plancton, 80-15%, de la biomasse, de la matière dans les océans, de la matière vivante et du plancton. Avant de parler des fonctions remplies par le plancton dans le cycle du vivant, je reprends la parole quelques instants pour vous envoyer encore quelques belles images sous-marines. Imaginez, flottant aux côtés de ces diatomées dont Christian vient de nous parler, d'autres êtres ressemblant à des mini-galaxies. Un soleil au centre et une myriade d'étoiles tout autour. Le tout soutenu par un incroyable squelette en silice. Ce sont les radiolaires. Et puis là, juste à côté, la tintinide, qui passe sa vie dans une flûte à champagne sans pied, de sa fabrication, qu'elle décore d'une multitude d'écailles calcaires pareilles à des boutons de nacre. Et puis il y a tous ceux, munis de cils, diffractant la lumière et produisant des symphonies visuelles aux couleurs de l'arc-en-ciel. La non moins splendide, même si un peu inquiétante, méduse et toute la communauté des larves de crabes, crevettes, calamars, pieuvres, poissons, qui à ce stade joue une merveilleuse partition tout en transparence colorée, capable de magnifiques camouflages. On ôte le masque et le tuba et on rejoint Christian à la surface? Depuis les virus et les bactéries et les archées jusqu'aux protistes, dont les diatomées font partie, ce sont des protistes. Et puis ces protistes sont mangés par des petits crustacés, par exemple le krill. Le krill est fait de petites crevettes microscopiques qui mangent des diatomées, par exemple, et aussi d'autres organismes microscopiques de plancton. Et puis en retour, les poissons vont manger les crevettes, etc. Et puis les baleines vont manger et le plancton, pour certaines baleines, et des poissons ou d'autres animaux plus petits qu'eux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Alors ça, c'est déjà un très grand rôle de cette chaîne du plancton, c'est de se nourrir les uns des autres, en fait. Et de nous nourrir à la fin, évidemment, puisqu'on mange le poisson. L'autre grand rôle, on pourrait dire, c'est de capter le CO2. Et c'est une sorte de plancton qui fait ça qu'on appelle le phytoplancton. Phyto, ça veut dire le plancton végétal, en fait, comme les diatomées, et qui possède des chloroplastes qui leur permettent de capturer la lumière du soleil. Et quand on est capable de capturer la lumière du soleil, on est capable aussi de capturer le CO2 pour faire de la matière vivante, c'est-à-dire pour faire des sucres et puis les autres molécules de base dont le vivant a besoin pour se perpétuer. Donc c'est l'autre grande contribution. Et évidemment,
le déchet des organismes phytoplanctoniques qui font la photosynthèse, c'est l'oxygène. Et on pense que tout l'oxygène sur Terre est venu du phytoplancton, essentiellement au début de bactéries, qui sont une partie des bactéries est phytoplanctonique et capable de faire la photosynthèse, mais après évidemment les protistes végétaux comme les diatomées, les diatomées d'ailleurs qui produisent, on estime, environ un quart de l'oxygène sur Terre. Donc on estime actuellement que le plancton produit à peu près la même quantité d'oxygène et capture à peu près la même quantité de CO2 que toutes les plantes sur Terre, y compris évidemment les arbres. Donc ça c'est un rôle qui évidemment est très important pour nous qui sommes des organismes respirants. Et évidemment la question est centrale vis-à-vis du CO2, puisque les océans sont le grand enfouissement du CO2. Si on n'avait pas le plancton, on serait dans une situation beaucoup plus dramatique que celle dans laquelle on se trouve actuellement, parce qu'en fait, on rejette dans l'atmosphère du plancton. Alors je m'explique. Le pétrole, essentiellement, ce sont des organismes planctoniques qui, au cours des millions et des millions et des millions d'années, sont tombés au fond des océans, et le produit de dégradation de tous ces organismes, par les bactéries essentiellement, et les archées, c'est le pétrole. Donc ces hydrocarbures, qui sont en fait les déchets du plancton, et que nous avons repris pour faire rouler nos voitures et chauffer nos intérieurs, et que nous envoyons le CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Donc le plancton participe à tout ce cycle important. Et du coup, quel effet, alors on parle beaucoup de l'effet du réchauffement climatique, du réchauffement des océans, d'acidification des océans sur les coraux par exemple et sur des populations, quel effet sur le plancton? On a des données là-dessus? Alors ça c'est une question très difficile, très complexe, parce qu'on ne sait pas vraiment quelle est l'évolution du plancton sur la planète. Il y a eu des publications assez sensationnelles il y a une dizaine d'années qui disaient qu'en un siècle, le plancton a diminué de quelque chose comme 30% ou quelque chose comme ça. C'est dramatique. Mais ça a suscité beaucoup de réactions et en fait, on pense que dans certains endroits de la planète, le plancton a tendance à augmenter, dans certains endroits de la planète, le plancton a tendance à diminuer. Ça dépend de tellement de choses, ça dépend des courants, ça dépend de la façon dont les masses aquatiques, parce que l'océan est très stratifié, et donc il y a des remaniements de ces couches plus ou moins importantes et ça, le changement climatique a des effets sur ça qui sont difficiles à évaluer, mais qui sont en cours. Bref, c'est très difficile d'évaluer. Ce qu'on sait, c'est que le plancton, beaucoup d'espèces de plancton migrent, c'est-à-dire migrent vers les pôles pour s'adapter au changement de température. On sait aussi que sur les côtes, beaucoup d'organismes planctoniques ont beaucoup de mal à survivre, soit à cause de l'acidification, qui empêche par exemple les animaux qui font des coquilles avec le carbonate de calcium, ne peuvent plus faire de coquilles si le milieu s'acidifie. Donc l'acidification a un impact important, et aussi le manque d'oxygène, parce que les rejets, en particulier les rejets agricoles de nitrates et phosphates, ont tendance à asphyxier par une prolifération de bactéries les côtes. Et donc, ces endroits ne sont plus, disons, favorables à la croissance, en particulier des organismes qui ont besoin d'oxygène. Une grande partie de plancton sont des animaux, le zooplancton, j'ai mentionné les petites crevettes, le krill,
Ce sont des animaux très sophistiqués, hein. Ils ont des yeux, ils ont un estomac, ils ne sont pas si différents de nous, ce sont des petits crustacés. Puis il y a beaucoup de petits mollusques aussi qui respirent. Et donc ces organismes ont du mal à vivre dans ces zones côtières qui sont appauvries en oxygène. Sur la haute mer, on a beaucoup de difficultés à évaluer. C'était une des raisons pour laquelle on a organisé cette expédition globale d'évaluation du plancton, Tara Océan. C'est pour faire une première évaluation du plancton global dans les océans, du moins une ligne de base de ce qui existait comme plancton, parce que le plancton va habiter l'océan depuis la surface. C'est surtout des organismes qui captent la lumière, mais il faut voir qu'il y a du plancton jusqu'au fond des océans, évidemment. Donc on a beaucoup de mal à évaluer les tendances de survie du plancton, on a une certaine inquiétude sur le fait qu'en pêchant les animaux qui sont en haut de la pyramide du vivant, les baleines, enfin, en décimant les baleines, je dois dire, ce qui n'est pas récent, on est inquiet sur le fait que cet édifice, on s'imaginait qu'en enlevant les prédateurs supérieurs, les poissons par exemple, le reste resterait à peu près le même, mais ce n'est pas vrai. Ça a une influence sur tout l'écosystème. Et on a beaucoup de mal à évaluer les conséquences de ça. Je pense qu'il n'y a qu'une mesure radicale qui permettrait d'assurer une certaine survie du plancton dans les océans, c'est de préserver, de faire des zones sans pêche, des zones qui sont protégées, complètement protégées, et il y en a malheureusement trop peu. Alors, est-ce que tu pourrais me dire quand et au hasard de quoi ou au bénéfice de quoi on a commencé à observer ce plancton? Et puis aussi, ce que ça a changé dans les consciences, dans le regard scientifique, dans la compréhension globale de ce qui se passe sur cette Terre, de notre place, voilà. On a toujours observé le plancton puisqu'il y a quand même beaucoup de représentations de méduses qui font partie du plancton en Antiquité. Il y a une place très centrale des méduses dans les mythes, etc. Donc il y a toujours eu une observation du plancton. Mais le plancton, la biomasse principale planctonique, qui est faite d'organismes invisibles à l'œil nu, trop petits pour être vus, les bactéries, les protistes que j'ai mentionnés, diatomées, etc., et les crevettes microscopiques, évidemment, ça dépend de l'observation au microscope. Et le microscope, c'est une invention qui date de 300 ans environ. Et Darwin, dans les années 1830 ou 40, traînait déjà un filet de plancton lors de son expédition de Beagle. Et donc les filets à plancton devenaient courants à partir de cette époque-là. Et à partir de cette époque-là, évidemment, on a commencé, surtout que la connaissance biologique était essentiellement zoologique, de décrire les espèces. Les magnifiques livres de Haeckel sont un bon exemple de ça, fin du 19e siècle. On connaissait une grande partie des organismes les plus grands parmi les plus petits. Mais la réalisation de l'importance du plancton est venue très très lentement, je dirais, depuis une vingtaine d'années seulement. Par exemple, pendant très longtemps, on a pensé que l'oxygène venait des forêts,
Bon, on sait maintenant qu'une grande partie de cet oxygène, et tout l'oxygène des temps anciens, c'est-à-dire des milliards d'années, c'est le plancton. Et actuellement, le plancton contribue autant, sinon plus, que tout ce qui est végétal sur Terre. Le CO2 aussi, la captation de CO2 aussi, est une réalisation assez récente. La biomasse, le fait que le plancton représente une telle biomasse est une réalisation relativement récente parce que c'est difficile à étudier le plancton parce que l'océan est vaste, 75% de la surface de la planète est occupée par les océans sur une très grande profondeur dans certains endroits. Donc c'est très difficile à explorer, très difficile à évaluer ce qui se passe et c'est une des raisons pour laquelle nous avons organisé cette expédition Tara-Océan pour avoir une sorte de ligne de base de ce qu'est le plancton et de préparer pour connaître mieux son évolution. Je crois que ça fait bouger les choses dans tout un tas de domaines différents. Par exemple, je donne une des dernières découvertes de l'expédition Tara-Océan concerne les virus. L'équipe de scientifiques qui travaille autour de cette expédition et qui exploite en fait les données qui ont été produites sur une dizaine d'années, qui sont essentiellement des données en ce qui concerne ce dont je vais parler de gènes, montre qu'en fait il y a beaucoup plus de virus, de diversité de virus dans l'océan que ce qu'on pensait. Je pense que l'expédition a quasiment quintuplé la connaissance du nombre de virus, du type de virus connus, et en particulier des virus ARN, ceux qui nous concernent avec le Covid, et en particulier montrer que les virus ARN les plus ancestraux sont dans l'océan, et d'ailleurs on leur a donné un nom qui est inspiré de l'expédition, c'est Taraviricota. Donc voilà par exemple un exemple type d'exploration qui a amené une nouvelle connaissance des virus, ce qui est très important, puisque les virus sont là depuis l'origine du vivant, sont peut-être même des sortes de prédécesseurs des cellules. On ne sait pas vraiment encore, mais on se pose ces questions. Les découvertes récentes concernent les relations entre organismes, qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on pensait, en particulier des questions de symbiose, c'est-à-dire d'organismes vivants quasiment l'un dans l'autre, en fait, ou l'un avec l'autre de façon obligatoire, mais aussi de commensalisme des organismes qui doivent vivre ensemble. Donc là, il y a eu beaucoup de découvertes, de réalisation que certains organismes, c'était obligatoirement, le plancton est un écosystème très changeant, il peut changer en quelques jours, dépendant d'un coup de vent ou de masse d'eau qui change, ou de nutriments qui viennent du fond de l'océan, par exemple, va changer l'écosystème en quelques jours. Donc c'est un écosystème extrêmement changeant. Ces assemblages d'organismes, on peut voir que certains assemblages sont des assemblages quasiment obligatoires. Donc ça veut dire que ces organismes vivent ensemble. Donc ça c'est aussi une réalisation importante, je pense. Et puis une autre réalisation, c'est qu'on sait qu'il existe un gradient de biodiversité sur les terres, c'est-à-dire que la biodiversité maximum, elle est dans les zones tempérées et l'équateur, et puis elle va décroissant vers les pôles, et on ne savait pas vraiment si c'était vrai pour les océans, c'était beaucoup plus difficile à évaluer, et l'expédition a clairement montré qu'il y a aussi un gradient similaire, sauf, et ça c'est une grosse surprise, et on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, pour les virus, où le gradient est opposé, c'est-à-dire la diversité des virus semble être plus importante au pôle
Ça veut dire quelque chose qu'on ne sait pas, mais ça c'est quelque chose qui sera vraiment intéressant de comprendre. Hmm. Et en fait, tu disais en échangeant là à propos de cet épisode que évidemment que la force de captation de certains concepts dans le public et de pénétration de certains mots change évidemment la manière dont on se comporte avec certaines réalités. Tu parlais effectivement qu'un mot qui était bien passé dans le public, c'était le mot microbiote. Et que du coup, parce qu'il est bien passé dans le public, il a donné, il a entraîné le fait qu'on se mette à prendre soin de ce microbiote. Ce microbiote intestinal, ce microbiote digestif globalement. En tout cas, la question de son existence et donc derrière d'en prendre soin est liée. Et tu me disais que finalement, si le mot arché passait lui-même dans le public, hein, c'est ce que tu disais au début de cette interview, c'est que ce mot n'a pas pénétré le public et que ça a des conséquences. Qu'est-ce que ça changerait si ce mot arché pénétrait lui aussi dans la conscience du public? Ça, c'est une question difficile. D'abord, une surprise, et c'est peut-être pas le fin mot de l'histoire, hein, c'est qu'on ne connaît pas d'archées pathogènes. On connaît beaucoup de bactéries pathogènes. Il y a environ 10 fois plus de bactéries que d'archées, donc elles sont en minorité au niveau de la biomasse et au niveau des espèces. Il y a plus d'espèces de bactéries que d'espèces d'archées, mais il y a quand même beaucoup d'espèces d'archées. Nombre d'espèces d'archées aussi vivent dans des environnements qu'on appelle extrêmes, c'est-à-dire des endroits où il fait très chaud, des endroits très acides, des endroits qu'on considère hostiles à la vie. Et d'ailleurs, on s'intéresse de plus en plus évidemment aux propriétés de ces archées parce que pour des processus industriels, pour tout un tas de choses, évidemment, cette vie très résistante est intéressante. Le fait que les archées qu'on soit probablement des descendants d'archées, je ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir sur nous, autre que philosophique. Mais c'est à mon avis une connaissance essentielle de savoir qu'il n'y a pas qu'un seul type de micro-organisme, mais qu'il y en a deux. Déjà au niveau de la diversité, c'est intéressant. Et que nos cellules sont les résultats de la coopération entre ces deux types. C'est aussi intéressant et ça fait partie de notre... On s'intéresse beaucoup évidemment à nos ancêtres humains, mais je pense qu'on devrait s'intéresser à nos ancêtres cellulaires. Et je crois que pour répondre à ta question, je pense que l'enjeu est là. Je pense que l'enjeu est la connaissance du cellulaire. La connaissance du cellulaire est, pour moi, c'est inimaginable qu'on connaisse si peu ce dont nous sommes faits. Et c'est une des raisons, je pense, de notre mépris de la nature. Et je pense que là, il y a un énorme champ d'importance de considérer tout ce qui est vivant et à travers ça, tout ce qui permet des équilibres du vivant. On est en train de tuer les sols par l'agriculture intensive parce qu'on détruit les bactéries, les archées du sol. Notre microbiote est malmené par certaines pratiques, style de vie et ce qu'on mange. Donc il faut qu'on se préoccupe de ces cellules qui représentent autant de cellules que nos cellules de nos corps et qui représentent des centaines de fois plus de gènes que notre corps. Donc on est des écosystèmes ambulants qui sommes constitués de cellules humaines, d'un nombre égal de cellules de microbes, c'est pas seulement d'ailleurs des bactéries et des archées, mais il y a aussi des protistes là-dedans, et aussi des animaux microscopiques. Donc c'est très important, je pense qu'on réalise qu'on est des écosystèmes ambulants et qu'on a une compréhension de ce dont nous sommes faits. Peut-être que la connaissance des archées est de cette nature. Voilà.
Finalement, nous sommes nous-mêmes une planète sur la planète. Oui, une sorte, oui. Mais Mm. bien sûr, tous les organismes sont des écosystèmes eux-mêmes. Mm. Et du coup, parmi tes centres d'intérêt et de recherche, il y a aussi ce que ces bactéries ou archées, là, tu repréciseras, peuvent faire par rapport au plastique. Est-ce que tu nous en parlerais? Oui, parce que en fait, tout le vivant est recirculé. La matière organique, les feuilles, un animal mort, etc. Tout ça est recirculé par un ensemble d'organismes spécialisés, des bactéries, des archées, des insectes, bref, toute une chaîne d'organismes. Et on a un gros problème avec ce qu'on a inventé, c'est-à-dire des polymères artificiels à partir de pétrole, le plastique. Et c'est une différence fondamentale. Le plastique, c'est comme les végétaux, hein, comme la cellulose, ce sont des polymères, c'est-à-dire c'est le même type de molécules qui sont mises sous forme de chaînes, et c'est ces chaînes qui forment le plastique. Mais évidemment, la cellulose, elle est digérée par les bactéries, les archées et d'autres organismes, et le plastique ne l'est pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'adapter à ce nouveau matériau. Mais il n'est pas impossible du tout de concevoir un plastique vraiment biodégradable. Et je crois qu'il n'y a qu'un espoir avec le plastique. D'abord, il faut arrêter de produire le plastique qu'on produit à l'heure actuelle qui n'est pas biodégradable. Et je pense qu'il est illusoire de penser qu'on se passera un jour du plastique. Ça voudrait dire détruire les forêts pour avoir des matériaux considérant le nombre d'humains sur la Terre. Mais on pourrait composter le plastique. Il faudrait avoir des mesures drastiques. On l'a fait avec l'ozone. Hein. On a interdit les CFC sur la planète entière pour préserver la couche d'ozone. Il faudrait interdire la fabrication de plastique qui ne soit pas compostable par des bactéries et des archées. Et c'est possible de concevoir des plastiques, mais il faut les concevoir comme ça, dès le début. Et qu'est-ce qu'il faut à ces plastiques pour qu'ils soient compostables? Dans le petit film que tu as réalisé, que vous avez réalisé, que je mettrai en lien sous ce podcast, vous décrivez bien que certains plastiques peuvent être digérés par des bactéries et d'autres pas. Est-ce que Voilà. tu peux Voilà, donner alors quelques détails? c'est la nature des polymères, hein, de ces longues chaînes de molécules. Certaines sont clairement peuvent être coupées en morceaux par des bactéries, et on peut même envisager de manipuler ces bactéries comme c'est fait avec la bière. Avec la bière, c'est des levures, hein, mais il y a beaucoup de produits qu'on consomme tous les jours comme la bière justement, ce sont des organismes génétiquement modifiés qui sont à l'œuvre. Donc il est possible d'augmenter la robustesse et les capacités de ces organismes pour digérer du plastique. Ça, c'est une possibilité. Mais ça demanderait évidemment une législation draconienne. Et c'est là qu'évidemment les choses butent. Mais pourtant, on l'a fait, j'ai mentionné l'ozone parce que c'est un très bon exemple d'une législation qui s'est imposée dans le monde entier. Donc si on veut, on peut, je pense. Et il faudra le faire, je pense. On ne peut pas. Les plastiques sont un problème gigantesque. Les microplastiques, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Tous les gros plastiques deviendront des microplastiques, ils pollueront l'environnement avec des conséquences qu'on ne mesure pas. On ne sait pas. On sait que ça empoisonne beaucoup d'organismes, que ça fait des occlusions intestinales pour les oiseaux, mais aussi pour les organismes comme j'ai mentionné le krill, mais le krill, c'est un animal, la petite crevette, avec un estomac. Donc elle va manger un petit morceau de plastique, deux petits morceaux, parce qu'ils sont couverts en plus de bactéries, donc c'est très attractif
comme nourriture, et puis après un certain temps, son estomac sera complètement rempli de plastique. Bon Christian, au cours de de cet entretien, tu nous as parlé de ce petit peuple qui en fait est un grand peuple puisque nous lui devons la vie. Qu'est-ce que tu as envie de dire en conclusion? Qu'est-ce que tu as envie de partager comme, je sais pas, comme espoir, comme message pour les auditeurs, les auditrices par rapport à ce monde que tu côtoies, des cellules, du plancton? Je suis de nature optimiste, donc je pense qu'on peut prendre les bonnes mesures. Pas notre génération parce que on n'a pas su le faire, mais la génération suivante va devoir prendre ça à bras le corps. Et il faut surtout que ça soit mondial, parce qu'on imagine mal comment un pays peut prendre certaines mesures, pas les autres. Et les mesures à prendre sont globales. Donc par exemple, si on veut protéger la haute mer, il faut vraiment que toutes les nations se mettent d'accord. Si on veut arrêter de faire des plastiques non compostables, il faut que les nations se mettent d'accord. Si on veut restaurer les sols, il faut aussi qu'il y ait un certain accord. Il y a pas mal de choses à faire et qui demandent des organisations internationales. Et malheureusement, les organisations internationales ont perdu beaucoup de crédit ces dernières décennies, mais elles existent toujours. L'ONU et l'OMS sont de bons exemples qui vivent encore. Donc, malheureusement, il semble qu'on fait ces organisations à la suite de crises très graves. Donc, peut-être qu'on va devoir avoir une crise très grave avant de faire ce qu'il faut. Voilà. Mais j'espère que non. J'espère qu'on le fait. On a déjà une crise en route avec le changement du climat, avec la biodiversité. On a une guerre qui se profile, qui peut être encore plus grave. Mais j'ai bon espoir que la génération suivante va être capable de prendre ces décisions importantes. Voilà. Ok. Merci Christian. Merci aux auditrices et aux auditeurs. À bientôt. Au revoir. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez qu'à partir de cet automne, je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de 3 jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Dans cet épisode, Christian Sardet nous a partagé les secrets du petit peuple cellulaire et planctonique qui constitue la trame de fond de la vie. Un petit peuple par la taille de ses individus, un peuple immense par son étendue et par son rôle primordial sur cette belle planète. Dans le prochain épisode, Stéphane Durand, biologiste, ornithologue, naturaliste, auteur de documentaires et conseiller scientifique des créations cinématographiques de Jacques Perrin, mais aussi directeur des collections Monde Sauvage et Domaine du Possible chez Actes Sud, partagera avec nous la manière dont le vivant végétal et animal accueille le principe de mort. À quel point celui-ci est synonyme de vie. Ce podcast est présent sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous pour tisser ensemble la toile d'une nouvelle culture. Le montage de cette série est assuré par ma complice Caroline Irigoyen, elle-même auteure du podcast Fréquence Collective, qui traque toutes les formes possibles d'intelligence collective. Je remercie la fondation belge Key Green, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation est de contribuer à la transition écologique, en soutenant des projets qui encouragent de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.